Fait que je parlais d'Émile Petitot. Alors, Émile Petitot, je vais me répéter un peu, là. Il est né en 1838 dans le bout de Marseille. Son père était horloger. J'avais lu ça. Et puis, quand il était dans le Mackenzie, il est arrivé en 62 à Fort-Résolution. Puis il avait commencé à écrire. Déjà, dans son voyage, il écrivait beaucoup ce qu'il voyait. Il avait écrit sur les métis de l'Ouest. Puis ensuite, il a commencé à écrire sur les Dennais. Il n'arrêtait jamais d'écrire. Et puis, il voyageait toujours avec les Dennais. Alors, puis comme je mentionnais tantôt, il avait accumulé dans ses écrits 1534 noms de lieux en langue dennais. Puis chaque nom de lieu avait une description ou une information. Alors, on a accumulé toute cette information-là. Puis là, j'ai dit, il faut falloir mettre ça sur des cartes modernes. Alors, j'ai dit, qui connaît ça? Fait que j'ai contacté Henri Dorion, de l'Université Laval, qui est un géographe, qui connaissait ça, lui, les noms de lieux. Oui, c'est au ministère. Ils ont donné un contrat, mais pour nous aider, comment mettre ça sur les cartes. Puis, ils connaissaient les techniques, puis ils l'ont fait. Puis, en fin de compte, tout le matériel est en langue française. Le ministère a tout traduit ça en anglais. Ils ont tout publié. Puis c'est du matériel, il n'y avait rien de secret là-dedans. C'est du matériel qui avait déjà été publié, mais qui n'avait jamais été édité, lequel on n'avait jamais travaillé. Et puis, par la suite, je me suis aperçu, en même temps, les groupes autochtones au Canada, ils négociaient leurs revendications territoriales, dont les Dennais le faisaient. Fait que j'avais été invité à la table de négociation des Dennais. Ça s'était négocié à Vancouver, en fait. Pour la négociation, c'était à Vancouver. Puis j'avais apporté des exemplaires du livre. Puis le négociateur Dennais s'appelait John Bizot. Puis j'ai apporté 5-6 copies. Et puis, je me souviens très bien, il était à une grande table. Les Dennais étaient d'un côté, les fédéraux d'un bord. Moi, j'étais invité seulement pour le livre. Je n'étais pas dans ces négociations-là. Et puis, M. Bizot dit, bon, j'ai apporté le livre concernant l'occupation territoriale. Ça s'appelait l'utilisation et l'occupation du territoire. C'était des critères que les Autochtones devaient répondre pour que leurs revendications soient acceptées. Il fallait qu'ils prouvent qu'ils ont utilisé le territoire. Il fallait qu'ils prouvent qu'ils l'ont occupé. C'est un méchant défi, là. Puis la période que Petitot avait couvert, c'est 1862 à 1881. Donc 20 ans de temps. Alors quand j'ai dit, John Bizot me dit, j'ai bien hâte de lire votre livre, mais c'est pas mon livre. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est travailler le matériel d'Émile Petitot, c'est son livre. Mais on l'a édité. On n'a rien changé, là. On l'a juste mis dans un certain ordre pour que les gens puissent se trouver, là. Parce que l'information se trouve dans 50 livres, tu sais. Des bouts ici, des bouts là. C'est un peu religieux d'un côté, puis que je suis allé lui donner une copie, puis il dit, si toi, veux-tu signer le livre? Il est signé. Fait quoi, un autre qui est venu, il a signé. Tous les exemplaires, je les ai signés, puis je les ai donnés. Puis là, j'ai compris par la suite l'importance du travail d'Émile Petitot sur les revendications territoriales des Dennais. C'était une preuve très forte que les Dennais avaient vraiment occupé et utilisé le territoire. 1534 noms de lieux, c'est du stock, pas à peu près, là. Puis avec des informations pertinentes à chaque endroit. Il n'y pas seulement le nom de lieu, la Grande Rivière ou traduit en Dennais. Non. Qu'est-ce qui s'est passé à cette rivière-là? Puis, il y en a qui avaient été enterrés. C'est une preuve. Donc, ça a aidé beaucoup. C'est par la suite que je me suis aperçu. Ça a aidé beaucoup les Dennais à prouver leur revendication territoriale. Alors, je suis bien content. Puis, j'ai toujours gardé un intérêt pour Petitot. Je me suis intéressé aussi à sa vie privée, pas pour être publié, là, mais c'est qui ce gars-là? Parce que quand il
Je disais tantôt, moi, il est arrivé dans le Nord, territoire du Nord-Ouest en 1862. Il était en chicane avec les Oblats. Ça, on le savait. Par les écrits. Il n'a pas aimé les Oblats. Fait que les Oblats, à un moment donné, ils l'ont... Je n'ai pas le contexte, là, mais ils l'ont fait enfermer à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. En 74, 75, dans ce coin-là. 1875. Alors, je me suis intéressé. J'ai écrit aux archives de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Montréal. Ils avaient encore sa carte de malade. Il faisait la manie. L'impression que c'était une dépression qu'il faisait. Et puis, il restait là 1 an. Puis sa sœur, qui venait de Marseille, là, a fait pression sur les Oblats. Puis il peut revenir en France. Puis là, ça en est occupé. Par la suite, Petitot est devenu curé et quitté les Oblats. Je sais qu'il les a poursuivis en cours. Je ne sais pas ce qui est arrivé, en cours de Paris. Je me souviens, il y avait des écrits là-dessus. Il est devenu séculier. Puis il est devenu évêque, pas évêque, curé d'un petit village dans la Brie. Ça s'appelle Mareuil-les-Maux, près de la ville de Meaux. Le 1er octobre 1886. Il est resté là jusqu'à son décès, 13 juillet 1916. Alors, j'ai dit, bon, je vais écrire, c'est où ce Mareuil? J'ai aucune idée c'était quoi, Mareuil-les-Maux. J'ai envoyé une lettre. Monsieur le maire, Mareuil-les-Maux, France. Ça va se rendre. Je reçois une lettre. Le secrétaire de Mareuil dit, oui, nous avons, M. Petitot est bien décédé ici. Nous avons la rue Petitot. Ah! Alors, je dis à mon épouse, on va aller en France, on va aller voir le village. C'est un village de 500 personnes. C'était des fermiers, dans la Brie. C'était des fermiers. Puis, alors, je suis arrivé un samedi. Puis, je ne voulais pas déranger personne. Là. Je suis arrivé un samedi, puis ils ont bien vu que je n'étais pas du village. Je dis, est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Il dit, oui. Bon, mon nom, c'est Dona Savoie, je viens du Canada. Puis, juste voir votre village. Là. Ils savaient que j'avais envoyé mes livres, les copies des livres à la mairie. Ah, ils t'avaient découragé, comme je ne les ai pas informés d'avance que j'arrivais, puis c'est une histoire. Fait que tout le monde sont sortis je pense qu'il y avait 10-12 personnes qui sont arrivées en habit de travail, là. C'est des fermiers. Puis on a ouvert la mairie, ils ont sorti le champagne, des petits biscuits. Bon, qu'est-ce que je m'en suis embarqué? En fin de compte, j'ai resté 2 jours, là. Fait que là, je découvrais tout un aspect d'Émile Petitot. Puis à un moment donné, une dame, Mme Van der Heyden, qui était infirmière, qui avait été infirmière dans, comme elle disait, dans les grands hôpitaux de Paris, bon, qui voulait me parler absolument. Alors, je suis allé chez elle, rentré chez elle, elle a baissé les stores. Je me suis demandé, bon, elle dit, Monsieur Savoie, je dois vous parler. OK? Vous savez, il y a des enfants du conseil municipal de 1910 qui sont encore ici. Il dit oui. Il dit qu'ils ont mis Petitot, qu'ils ont mis Petitot dehors de son presbytère. Mais j'ai dit, pourquoi 1910? Je ne connais pas l'histoire de la France, moi. C'est quand il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, en 1910. Par le bout, ça a été assez difficile. Petitot dehors de son presbytère dans la rue. Mais c'est vous qui avez fait revivre Émile Petitot. Nous, on s'est intéressé à sa contribution scientifique. C'est ce que le ministère voulait, puis c'est ce qui a été fort utile, c'est ce qu'il a fait. Mais sa vie privée ou sa vie à l'extérieur, on ne la connaît pas. Elle m'a expliqué que c'est vraiment vous qui avez fait revivre la mémoire d'Émile Petitot. Puis là, j'ai su par la suite que la mairie avait refait la tombe d'Émile, le monument à Émile Petitot. Puis là, j'ai eu une idée folle. Je me suis dit, pourquoi je ne fais pas venir le ministre des Affaires du Nord à Mareuil-les-Maux? Les ministres aiment voyager, c'est des bonnes... c'est une belle occasion. Enfin, qu'on le ministre a accepté. Il s'appelait Judd Buchanan. Alors, si tu vas à Mareuil-les-Maux, c'est une vieille église, je ne sais pas si c'est bien du Moyen-Âge, je ne sais pas. À gauche, il y a une plaque, c'est marqué Pierre de Ronsard, prince des poètes. Puis à droite, c'est la plaque que le Canada a offerte à Mareuil-les-Maux pour Petitot.
C'était sérieux, là, quand cette cérémonie-là. Moi, l'évêque de Meaux, c'était à peu près à 3000. C'est la première fois qu'il venait à Mareuil. Il n'avait jamais venu à Mareuil. C'était assez fort. Et il y avait le préfet, du département de la Marne, ou je ne me souviens pas du nom exactement, du département, qui était là, avec le ministre. Puis j'ai fait un discours, pour que le ministre... La veille, il avait pratiqué le discours, puis c'était en anglophone, il fallait qu'il pratique comme il faut, là. Puis il disait, oh non, c'est pas ça comme ça, c'est pas ça comme ça, puis OK. Puis c'est un ministre, on avait de l'expérience, puis... Alors, il a lu son discours, et ensuite, il y a eu une cérémonie dans le centre communautaire. Puis ensuite, j'ai été invité à rester encore pour 2-3 jours, à fêter avec tout le conseil municipal. Je pense qu'il était 12-15 pour un village de 500 personnes. Bon, c'est correct. Fait que c'était un gars spécial, Émile Petitot. Fait que j'ai une photo que j'ai trouvée dans les archives, où on voit Petitot dans son presbytère, puis on voit les livres, puis on voit aussi des sculptures inuites. Quand il était dans son presbytère, avec une dame, c'était sa nièce, Isabelle Petitot. Puis ensuite, quand il est décédé en 1916, c'est ça. Ça s'est terminé là, lui. Mais sa contribution scientifique au Canada, puis pour les données, est énorme. Mais il avait tout un caractère, le gars, il fallait faire ça, parce qu'il allait contre les préceptes des règlements des Oblats de sauver les âmes. Il n'était pas là-dedans, lui. Il n'était pas là-dedans. Il était à part des autres, assez unique, ce gars-là. Et ça, c'est un épisode que j'ai bien aimé travailler là-dessus. Mais aussi, j'ai oublié de mentionner tantôt, ma thèse de maîtrise, mon terrain de maîtrise, c'était... ça portait sur les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a 110 personnes. Là. Et je trouvais qu'il y a une population de jeunes, beaucoup de jeunes. Parce qu'à un moment donné, avec l'entrée des services médicaux par le gouvernement fédéral après la guerre, là, et puis l'éducation, c'était les deux grandes priorités du fédéral pour ce qui touchait les Inuits. Donc, avec l'arrivée de certains services médicaux, donc le taux de mortalité avait baissé beaucoup. Mais en même temps, le taux de natalité avait monté. Donc, on trouvait beaucoup de jeunes dans la communauté. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans une journée, ces jeunes-là? Des fois, le fédéral va envoyer des Inuits étudier la plomberie. Mais il n'y a pas un tuyau à George River. C'est pas... Puis bâtir, mais il n'y a pas de bois non plus. Il va leur donner des métiers, espérant qu'ils décrocheraient des emplois dans d'autres communautés. Mais il ne faut pas connaître les communautés. Les gens ne s'iront pas dans une autre communauté, on va rester où? Le fédéral pensait comme ça. C'est une bonne idée, mais ça ne tenait pas compte de la réalité. Pas du tout. Mais ces jeunes-là chantaient, ils cherchaient. Je sais qu'en sociologie, ils parlent de Street Corner Society. C'était pas des délinquants, mais ils étaient pognés entre deux mondes. Le monde traditionnel inuit, on peut dire, et puis ce monde moderne-là qui est là, quelque part, qui sent bien. Parce que quand j'étais là en 67, c'était en 62 que le fédéral va commencer à bâtir des sortes de cabanes pour les Inuits, mais c'était la fin de la migration. Puis on rentrait vers une phase de communauté permanente. Il y a un transfert, là. On chantait ça. Alors j'ai porté ma thèse là-dessus, sur ces jeunes-là. C'est quoi leur avenir? C'est quoi leur but? Qu'est-ce que c'est leurs objectifs? Mais c'était vraiment une société qui se divisait, là, on voyait là. Puis on l'a vu par la suite. Aujourd'hui, c'est un autre monde, là. C'est plus comme avant, là. Fait que... J'avais prêté ma thèse à Bill Kemp, qui est décédé maintenant. Puis j'ai récupéré à son décès, c'est quand Lorraine Brooke avait retrouvé ma thèse, je cherchais ma thèse. J'ai reçu par la poste, il y a 2-3 ans. Donc, elle était là, ma thèse, j'avais prêté à Bill, je me souvenais plus. J'ai ma thèse avec moi, avec des photos. J'ai pris beaucoup de photos. J'ai pris, en 67-68, 125 photos, à peu près une centaine de photos. Personne n'avait un appareil photographique, moi j'en avais un. Je prenais des photos d'individus, d'activités, etc.
Et puis j'ai donné ma collection à l'Institut culturel Avatak et l'Institut culturel des Inuits du nord du Québec. Et puis, quand on va maintenant dans la communauté, au centre municipal, une quinzaine de mes photos qui sont laminées, qui sont sur le mur. Puis, moi, quand j'ai pris des photos, je mettais toujours le nom, qui c'était. C'est des enfants, c'est Atamé, c'est Poissy, c'est tout. Là, parce qu'on voit souvent des photos d'Inuits, puis ils ne disent jamais les noms. Comme si ce monde-là n'avait pas de nom. Groupe famille Inuit, ils n'ont pas de nom. Et on voit ça, des fois, là, les chercheurs ont fait ça, famille Inuit. Et puis, ben, ils ont des noms, ce monde-là. Pourquoi pas les mettre? Moi, j'ai mis les noms. T'sais. Fait que c'est riche parce que c'est des personnes qui peuvent se reconnaître aussi. Puis, puisque les 15 photos qui sont dans le centre municipal, soit dans le centre municipal de George River, les noms sont là. Fait que, je trouvais ça, ben, comme anthropologue, comme chercheur de terrain, on ne peut pas juste mettre des. Je trouve ça un peu insultant tout le temps. T'sais. De belles photos d'Inuits, groupe d'Inuits. Bon, on va bien loin. C'est un peu une ignorance. Pas parce que le nom est compliqué à lire, mais bien qu'elle l'éplie et l'écrit comme il faut, c'est ça. Ça finit là. C'est une drôle d'habitude, ça. J'espère que les anthropologues ne font pas tout ça. Je trouve ça bizarre, néanmoins. Fait que j'ai donné cette collection-là, puis. Mais la personne que je mentionnais, peut-être que je mentionnais tantôt, qui m'a beaucoup influencé, c'était T.V. Took. Vraiment, là. Puis quand je suis descendu à Montréal, retourné à Montréal, j'allais visiter son frère Moussi, qui était dans la maison de résidence, parce qu'il était en chaise roulante, pour retourner dans le Nord. Puis il parlait que l'Inuktitut. Je me débrouillais avec un Inuktitut, à peu près. Pour se parler, là. Puis à un moment donné, il me dit, tout là, peux-tu acheter une machine à laver le linge pour ma femme? Puis il avait accès à la télévision, lui. La machine à laver. J'ai dit, OK. Je suis allé chez Sears, à Montréal, le magasin où ma mère allait. Puis je suis allé au magasin, puis il dit, je vais acheter un moulin à laver. Mais comme il n'y a pas de tuyaux, on ne peut pas avoir avec des tuyaux, là. C'est des anciens moulins, là, avec deux rouleaux, là, pour essorer le linge, tu sais. Fait que je sais qu'il y avait de l'électricité. Que c'est marqué dans le magasin. On livre n'importe où au Canada gratuitement. Ben, j'ai dit, ah ouais. Fait que j'ai dit au gars, est-ce que tu livres à Coudjouac? Ah oui. Même Iqaluit, on livre gratuitement. Il dit, oh, oui. Pourquoi? Je comprends pas. C'est parce que là, j'avais compris que les Inuits achetaient aussi des choses par catalogue. Des catalogues de Sears, de Simpson Sears. Fait qu'ils ont livré ça en haut. Fait que là, j'ai écrit, puis en ce temps-là, on n'avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Là. Écrit une lettre en syllabique, parce que TV m'avait montré à écrire le syllabique. Je l'écris encore. Écrit, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste, il faut connaître les mots pour l'écrire avec le syllabique. C'est une forme d'écriture, comme tu sais, des Inuits, mais ça a été inventé par les missionnaires protestants, je me souviens, dans les années 1850, pour traduire la Bible. Puis les Inuits ont aimé ça, parce qu'il n'y avait pas de système d'écriture, les Inuits, puis ils écrivent sur quoi, puis de quoi. C'est des chasseurs, dont la tradition orale est prédominante. T'sais. Fait que j'avais appris à écrire le syllabique. Fait que j'écrivais à TV Took en syllabique. Lui me répondait. Des lettres, je les ai encore copiées de toutes ces lettres-là qu'il m'a écrites. En syllabique. Aujourd'hui, ça me prendrait à peu près 1 heure à lire une page, là. Mais c'était c'est le même qu'on je me suis dit, si j'écrivais des lettres en syllabique, ça devait être pas pire, j'avais appris. Fait que, mais lui, il a toujours resté comme un grand mentor. Puis quand j'ai pris ma retraite du ministère des Affaires du Nord en 2006, tous les années, moi, j'allais à l'Assemblée annuelle de la Société Makivik. Je vais expliquer ce que c'est la Société Makivik. Quand, en 1975, les Inuits ont signé un traité moderne, qu'on appelle, avec le gouvernement fédéral et avec le gouvernement du Québec, parce qu'il y avait le fameux projet hydroélectrique de la baie James, qui allait avoir un impact sur les territoires inuits, et ici, c'est le territoire des Cris. Alors, ils ont négocié ce traité-là, ça a pris 2 ans. Et puis, ce traité-là donnait des fonds de compensation
aux Inuits. Il y avait aussi des informations, comment, dorénavant, les projets allaient être évalués, des questions environnementales. Puis aussi, il y avait un chapitre portant sur la gouvernance des Nunavik. Mais ils avaient reçu des fonds. Et puis, des sommes importantes. Et tu sais, quand on n'a pas jamais une scène, comment tu vas gérer ça, ces fonds-là? On ne sait pas. Là. Puis en fin de compte, les Inuits se sont bien débrouillés, puis ils ont fait fructifier ce fonds-là. Et puis, quelque chose d'intéressant avec le fonds, c'est qu'ils ne peuvent pas donner l'argent à des individus, que ce soit au bien collectif. Ça, c'était bien, ça. Ce qu'ils n'ont pas fait en Alaska, ils donnaient des chèques aux individus, le chèque partait, là. Tandis qu'il n'y avait pas le fonds. Ce fonds-là est assez élevé maintenant. Ils ont des compagnies aériennes qui leur appartiennent, il y a des, ils sont dans le domaine des pêcheries, ils font fructifier ça pour tout le monde. Alors, ils ont créé une société qui s'appelle la Société Makivik, qui veut dire toujours plus haut, toujours avancé, ça voulait dire. Et puis, la Société Makivik, tous les Inuits sont membres, automatiquement, lorsqu'ils naissent, ils ont un numéro, ils sont membres automatiquement de la Société Makivik, c'est leur société. Ils ont une assemblée annuelle dans des villages. Ça dure une semaine. Toutes les années, moi, j'étais au ministère, j'avais des fonctions au ministère, j'avais décidé d'aller chaque année à la réunion annuelle de Makivik. Comme ça dure une semaine. Ils parlent de la chasse, ils parlent de l'éducation, ils parlent de la santé, de tout ça l'affaire. Alors, je restais là toute la semaine. J'étais le seul fonctionnaire qui faisait ça. Il n'y en a pas d'autre qui venait. Donc, il me disait, c'est trop froid. L'hiver, je pense, le nord, c'est froid, ça va être tout froid. Et non, on ne comprend rien, mais il y a la traduction simultanée en anglais. Là, j'écoutais. Puis à la fin, je me souviens très bien, à la fin de la semaine, les Inuits venaient me voir, les leaders, je me serrais la main. Puis ils me disaient, merci d'être venu nous écouter. Puis oui, mais pour savoir vos besoins puis vos préoccupations, c'est mieux d'être là que de lire 56 affaires. Je l'entends moi-même, puis je comprends mieux ce que vous avez besoin. Donc, quand je retournais au ministère, j'avais une bonne idée de vraiment de leur priorité. Ce que les autres n'avaient pas, naturellement. Puis le travail de terrain était là. Alors, quand j'ai commencé au ministère après avoir fait le travail des 1000 petits tours, j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelait les Affaires circumpolaires. C'est une unité qui est maintenant aux affaires étrangères, là, mais qui suivait tout ce qui se passait dans les autres pays du Nord, l'Alaska, le Groenland, la Russie, puis les pays scandinaves. Alors, les affaires circumpolaires, dont le directeur était Walter Slipchenko, peut-être entendu parler de son nom. Puis, en fin de compte, j'ai eu cette fonction-là, puis ensuite, il y avait aussi des programmes d'aide à la recherche, dont au moment que j'avais profité quand j'étais étudiant. Fait que je suis venu, Musker avait pris sa retraite, alors je l'ai comme remplacé. J'ai fait là plusieurs années au ministère, gérer ces programmes-là. Fait que je voyais l'importance de ce fameux programme de formation, d'aide à la formation scientifique sur le Nord, d'envoyer le monde sur le terrain. Les thèses, après 2 semaines de terrain, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut rien. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend. Puis d'abord qu'on écoute, pas toujours en train de parler, parce que les gens ont souvent l'habitude de parler tout le temps, mais il ne faut pas parler. Il faut juste regarder, puis se promener dans le village, puis écouter. On apprend bien plus comme ça. Ça, c'est ma conception du travail de terrain. Alors, à la dernière assemblée de Makivik, en 2006, quand j'ai pris ma retraite du fédéral, on fait venir Peter Atame, qui est président de la Société Makivik. On fait venir TV Tuk, lui, d'un village de la côte est de la baie d'Angava, mais son assemblée annuelle n'était pas là, dans un autre village. Puis TV n'est pas dans la politique, c'est un chasseur, c'est un artiste. Puis cette assemblée annuelle-là est écoutée à la radio tous les jours de la semaine. La radio communautaire, c'est le véhicule de communication le plus important des Inuits du Nord. C'est comme dans le temps de nos grands-mères qui écoutaient assez cassé de 7 h le matin à 10 h le soir. Les autres, c'est en langue inuite. Tout le monde écoute ça. Ça, je savais ça. Fait qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se parle, qu'est-ce que la société Makivik discute, qu'est-ce que les délégués décident. Et puis, alors, il a fait venir TV. Il était en avant. Puis moi, j'ai mis mes écouteurs pour écouter qu'est-ce qu'elle allait dire. Et puis, il commençait à parler de moi. J'étais... OK, il me demandait. Je n'avais pas encore fait le lien que TV et que le président de Makivik l'avait invité à parler, mais il a parlé. Puis il a dit,
j'ai toujours considéré Tuna comme mon fils aîné. Là, les gens m'ont oublié. C'était tout un honneur. Puis ça, c'est tout le monde qui écoute ça, là. C'est le même qui me voyait, lui. Et puis encore aujourd'hui, il n'est pas décédé, il a 93. Et puis, ça m'avait beaucoup ému, c'est vraiment comme